Bonjour les psychonautes et bienvenue sur un thème qui est assez précis mais qui touche un certain nombre de personnes, le syndrome de l'imposteur. Alors derrière ce thème, il y a plein de choses, mais au fond, si on cherchait les intentions de ce thème-là, c'est travailler sur sa légitimité. Exactement, parce que la plupart du temps, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur ont un énorme manque de légitimité, ce qui fait qu'elles ne se sentent pas capables ou responsables des bonnes actions, des bonnes réussites de leur vie, et qu'elles ont tendance toujours à avoir l'impression de ne pas être tout à fait à leur place, de ne pas être légitimes, et de ne pas valoir, même quand elles ont des objectifs réussis, quand elles ont des succès, de ne pas le mériter quelque part. Donc derrière ce manque de légitimité, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il se trouve que c'est quelque chose qui a été plutôt bien étudié de manière clinique. Donc on a un certain nombre d'éléments très pratiques, très éprouvés, presque scientifiquement. Et on a cherché, nous, avec les outils de l'hypnose et de l'auto-hypnose, de quelle manière on allait pouvoir soulager ce fameux syndrome. Donc tout un thème qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, de trouver les endroits où on peut travailler sur ce syndrome, avec l'objectif évidemment de s'en libérer au maximum et de retrouver un confort de vie, parce que cette légitimité quand même c'est quelque chose qui est plus agréable à vivre au quotidien que la sensation d'être toujours un imposteur, de ne pas être capable de vivre sa vie pleinement. Est-ce que vous allez vous retrouver dans chacun des éléments qui décrivent le syndrome de l'imposteur? Pas forcément, d'accord? Il y a un certain nombre de paramètres et si vous avez certains de ces paramètres, vous pouvez souffrir du syndrome de l'imposteur, mais pas forcément, vous n'avez pas besoin de tous les avoir. Donc il y a peut-être quelques exercices qui vous seront plus familiers, en tout cas sur les thématiques qui vont vraiment particulièrement vous toucher. Peut-être aussi qu'il y a certains exercices qui vont vous sembler un peu moins importants parce que vous répondez un petit peu moins à certains des critères de ce syndrome. Un des premiers critères qu'on peut identifier dans le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression de tromper son monde. Dans ses compétences, dans ses capacités, dans ses qualités, on a la sensation que les gens ne nous voient pas tels que nous sommes réellement, qu'ils ne nous perçoivent pas dans notre incompétence en fait, et on a l'impression de les tromper, alors qu'on ne voudrait pas les tromper, hein, mais on les trompe sans faire exprès. En fait, c'est même souvent la base du syndrome de l'imposteur, c'est de ne jamais se sentir capable de mériter ce que l'on fait. Quelqu'un qui a ce syndrome-là, et si c'est votre cas, j'imagine que vous le ressentez, eh bien, il ne peut quasiment pas trouver quelque chose qui sera suffisant pour un jour se sentir légitime. Ou alors, il va souvent se donner des objectifs qui sont impossibles à atteindre. Quand j'aurai fait ça, je serai légitime. Et en même temps, si ça est quelque chose de complètement inaccessible, eh bien, c'est se donner un objectif qui est illusoire et se donner aussi les conditions pour toujours se sentir dans ce sentiment d'illégitimité. Et pour gérer ce fameux syndrome, on va tous avoir des réactions un peu différentes. Des fois, elles sont semblables. Mais par exemple, on pourrait avoir la réaction du perfectionniste. C'est-à-dire qu'on va vouloir tout rendre parfait à l'extrême, justement pour que les gens ne voient pas à quel point on est incompétent et on se sent incompétent à l'intérieur de nous. Autre symptôme du syndrome de l'imposteur, c'est que même quand quelque chose se passe bien, celui qui a ce syndrome-là va attribuer le fait que ça se passe bien à des causes externes à lui. À de la chance, par exemple, à quelqu'un d'autre qui l'a aidé, à un facteur qui ne dépend pas de sa compétence. Bref, il va externaliser les facteurs de réussite parce que quelque part, il aura toujours la sensation que lui n'y est pour rien ou que lui n'est pas suffisant pour expliquer le succès d'une action ou d'un objectif. À l'inverse, il va s'attribuer les caractéristiques de l'échec, même si ça ne vient pas de lui. Je ne sais pas moi, si c'est un fournisseur qui n'a pas délivré ce dont il a besoin, il va quand même dire c'est mon échec parce que c'est ma responsabilité, ainsi de suite. Donc on a une sorte de double contrainte, c'est-à-dire que quand ça va bien, c'est forcément pas lui, et quand ça va mal, c'est forcément lui. Et forcément, ça crée à l'intérieur du cerveau de la personne un déséquilibre, on se sent assez mal par rapport à ça. Alors il y a quand même une chose à savoir, c'est qu'en fait, il y a deux types d'imposteurs. Il y a la personne qui a vraiment le syndrome de l'imposteur, donc qui ne cherche pas à tromper les autres, mais qui a toujours l'impression par contre de les tromper. Et puis il y a le vrai imposteur quelque part, qui est une personne qui a vraiment des raisons de ne pas être légitime. Donc ce sont des gens qui vont plutôt avoir tendance à vouloir tromper justement les autres, qui vont par exemple se survendre, qui vont se donner des compétences qu'ils n'ont pas, qui vont faire semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Donc là on est plutôt sur quelque chose qui est un peu pathologique. Et si, je dis ça comme ça, mais si une personne ressent plutôt qu'elle est plutôt du genre à essayer de tromper les autres, et bien ce thème n'est pas forcément pour elle, puisque nous on ne va pas parler du vrai imposteur, mais du syndrome simplement de l'imposteur. Alors peut-être que vous vous demandez en disant mais moi est-ce que je suis un vrai ou est-ce que je suis un faux? Typiquement un bon moyen de détecter ça, c'est déjà est-ce que vous avez la volonté de tromper les gens ou pas? Ça c'est intéressant, consciemment. Mais aussi par exemple l'attribution c'est intéressant parce que le vrai imposteur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, lui quand ça marche c'est grâce à lui, forcément. Il va s'attribuer, même si c'est des raisons externes, c'est grâce à moi. Et quand ça va mal, c'est forcément la faute des autres. Donc posez-vous cette question-là. Nous, on n'est pas dans le jugement, mais en tout cas, ce thème est plutôt fait pour la partie, elle s'appelle comme ça, névrotique de l'imposteur, et pas la partie psychopathologique de l'imposteur, où là, il y a une vraie volonté de tromper le monde, quoi. On va maintenant vous présenter un schéma qui va apparaître sur votre écran, qui correspond à ce qu'on appelle le cycle de l'imposteur, qui reprend à peu près le circuit de pensée par lequel on va passer quand on a ce syndrome de l'imposteur. La première chose en fait, qu'on reconnaît dans ce cycle, c'est le besoin d'être reconnu.
peut-être qu'à l'origine, à la source du syndrome de l'imposteur, il y a ce besoin d'être reconnu et d'appartenir. On verra ça plus précisément dans un chapitre, mais c'est le démarrage du cycle. Alors comme il y a ce besoin d'être reconnu, ce qui peut être aussi un besoin d'amour, un besoin d'acceptation, et bien souvent le regard de l'autre est évidemment survalorisé. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Superman ou Superwoman. C'est le syndrome de celui qui veut vraiment tout faire bien, qui veut être parfait, qui veut jamais être pris à défaut, parce que ça serait une manière de sortir du syndrome de l'imposteur. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est le fait d'être démasqué. Si tout à coup j'ai besoin d'être reconnu et que j'ouvre et que les gens voient qui je suis, et comme je pense que je ne suis pas quelqu'un de bien ou quelqu'un de compétent, tout à coup je suis démasqué et l'imposteur ne veut pas être démasqué, donc il va surcompenser en devenant ce Superman ou ce Superwoman, ce perfectionniste qui va vouloir tout gérer au maximum, qui va vouloir travailler plus que les autres. Alors des fois, c'est comme il y a des doubles contraintes, en même temps j'ai pas envie de tromper le monde, mais j'ai pas envie de voir qui je suis. Ça va créer par exemple des choses comme de la procrastination par exemple, où je vais repousser jusqu'au dernier moment, puis travailler comme un fou, mais de manière très perfectionniste, et ensuite on passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est la peur de l'échec. Ça va un petit peu ensemble tout ça. Je veux tout gérer en étant perfectionniste pour ne jamais me confronter à la peur de l'échec, parce que si j'ai ce syndrome de l'imposteur, eh bien me confronter à l'échec, c'est valider le fait que je suis un imposteur. Donc je veux à tout prix éviter ça, mais évidemment on pourrait avoir un côté positif au fait d'être perfectionniste, ça amène des gens qui quelquefois font des choses assez incroyables, seulement derrière il peut y avoir de la souffrance, et s'il y a cette souffrance derrière, eh bien, évidemment à moyen terme ou à long terme c'est extrêmement pénalisant pour la personne parce qu'elle le vit mal, elle peut être vraiment rongée par cette peur de l'échec. Et ce qui est paradoxal, c'est que juste derrière vient la peur de la réussite. Parce que si on réussit, on a peur que les autres nous identifient comme des gens compétents et nous demandent d'avoir toujours ce standard de compétence alors que ça nous a demandé une énergie folle. Être Superman ou Superwoman, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, procrastination et tout ça. Avec la peur de l'échec vient la peur de la réussite parce qu'on ne veut pas être identifié comme quelqu'un de compétent. D'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, peur de la réussite, parce que souvent en plus la personne ne s'attribue pas à la réussite. Donc même si quelque chose a réussi, comme l'imposteur va souvent se dire c'est pas grâce à moi, ou j'y suis pour rien, ou j'ai eu de la chance, ou les autres n'ont pas vu que c'était pas si bien que ça, enfin bref, il va ne pas lui avouer qu'il a plutôt bien fait, eh bien si on lui redemande de refaire la même chose, il va se sentir en danger parce qu'on risque de démasquer à nouveau le fait qu'il n'est pas capable ou qu'il n'a pas la possibilité. Donc c'est vraiment un cercle vicieux que beaucoup de personnes qui ont le syndrome de l'imposteur peuvent ressentir et dont elles peuvent souffrir évidemment. Dans cette idée de dénigrement de compétences, il y a le fait effectivement de refuser de prendre la responsabilité quand ça marche, et on la rend à quelqu'un d'autre, de prendre pour soi quand ça ne marche pas. Mais il y a aussi quelque chose qui peut sembler froid chez celui qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est que s'il est un peu piégé, si c'est prouvé, si c'est factuel, ce qu'il va dire c'est « tu n'as pas la compétence toi d'évaluer que j'ai bien fait ». C'est-à-dire qu'il va remettre en question la compétence de la personne qui l'évalue en lui disant « non, toi tu n'as pas la compétence de dire que c'est bien. Tu dis que c'est bien parce que tu comprends rien, parce que moi je sais que c'est pas bien. » Donc ça va jusque-là et on peut être surpris parce qu'un imposteur ou celui qui souffre du syndrome de l'imposteur, on peut le trouver hautain, mais en fait il est hautain pour justement qu'on ne puisse pas le mettre, pas sur un piédestal, mais juste sur l'évaluer sur ce qui s'est vraiment passé. Donc ça peut aller assez loin. Alors c'est là on va voir qu'on va vous proposer tout un parcours pour justement que celui qui souffre du syndrome de l'imposteur se réattribue son jugement. Parce qu'on l'a vu, en fait, il va dénigrer le jugement de l'autre tout en lui donnant toute la place pour juger, donc ce qui est une double contrainte qui est assez effarante quelque part. Et tout le cycle de ce travail va consister à réintégrer certaines choses, à se réapproprier certaines choses pour sortir de ce cercle vicieux. Mais tout ça, on va le découvrir dans une première explication déjà assez rapide et assez synthétique des chapitres pour que vous puissiez sentir les intentions de ce thème et savoir comment il peut vous aider à transformer ce symptôme et surtout à en sortir.